Mais ouvrons d'abord une page économie. Pour la première fois depuis février 2020, le taux du livret A va baisser le 1er février prochain, 2,4% contre 3% aujourd'hui, conséquence logique de la baisse de l'inflation. L'augmentation des prix ralentit, ce qui est une bonne nouvelle. En revanche, du côté du déficit public, les bonnes nouvelles ne sont pas légion, loin s'en faut. La situation des finances publiques semble chaque jour plus mauvaise que la veille. La Banque de France, qui plus est, prévoit une croissance nulle au dernier trimestre de 2024 et on en parle justement avec son gouverneur ce matin, Louis. Oui, et la Banque de France qui célèbre son anniversaire demain, 225e anniversaire de sa fondation créée par Bonaparte le 18 janvier 1800. Il s'agissait de remettre la France en ordre à l'époque et on voit que les choses ont perduré. Et François Villeroy de Galhau a évidemment une analyse à nous faire partager. Bonjour François Villeroy de Galhau. Bonjour. Gouverneur de la Banque de France, la bataille contre l'inflation est-elle définitivement gagnée ? Quasiment assuré. Je dirais, vous vous rappelez, cette crise de l'inflation, elle a été la première préoccupation de nos concitoyens. L'inflation était montée au-dessus de 7% en France, au-dessus de 10% en zone euro. C'était au passage une des conséquences de cette si malheureuse invasion de l'Ukraine par la Russie. Et aujourd'hui, on est revenu sous 2% d'inflation. Ce qui est votre objectif ? Ce qui est l'objectif que nous avons avec la Banque Centrale Européenne et la Banque de France. Alors ça entraîne mécaniquement, vous l'avez dit, la baisse du taux du livret A, mais qui reste beaucoup mieux rémunéré que l'inflation. En France, l'inflation est en dessous de 1,5% et le livret A sera rémunéré à 2,4%. J'en profite pour dire au passage que j'ai proposé au ministre qui l'a retenu une décision qui est beaucoup plus favorable pour ce qu'on appelle le livret d'épargne populaire, qui peut profiter à près de 20 millions des Français les plus modestes. Tous n'en profitent pas. Alors, tous n'en profitent pas, je crois effectivement qu'il faut l'étendre. La baisse de l'inflation, elle a deux autres conséquences positives. Alors, dans un paysage économique qui, bien sûr, comporte beaucoup d'incertitudes. Mais regardons quand même ces deux conséquences positives. Il y a d'abord la baisse des taux d'intérêt qui favorise, par exemple, le crédit immobilier. Le crédit immobilier est en train de repartir. Et puis, il y a du pouvoir d'achat, parce que maintenant, les salaires progressent en moyenne plus vite que les prix. Si vous me permettez de rebondir sur ce que Louis Dauphren disait tout à l'heure, sur ce petit événement historique qu'est notre 225e anniversaire demain, parce que c'est effectivement le 18 janvier 1800 que Bonaparte, premier consul, a créé la Banque de France. Je crois qu'à travers ça, il y a peut-être deux leçons pour notre époque aujourd'hui. D'abord, il y a une leçon de stabilité. C'est-à-dire, quand tout bouge autour de nous, le fait d'avoir des institutions qui durent, c'est un repère solide, et la Banque de France compte bien être cela. Et puis, il y a peut-être une leçon d'espoir, c'est que c'est l'occasion de nous rappeler que nous sommes un vieux et grand pays, avec une histoire très longue. Qui a déjà connu des crises. Qui a déjà connu des crises, et surtout, Pierrick Dubois, qui a déjà su les surmonter. Et donc justement, je crois qu'il faut que nous nous mobilisions, et nous en avons ensemble, je souligne, c'est ensemble les moyens. Et justement, la Banque de France aujourd'hui peut-elle être la solution à la crise des finances publiques ? Non. Là, je réponds très clairement. La Banque de France peut apporter son éclairage. La Banque de France peut donner des conseils. Mais la crise des finances publiques, elle dépend d'abord du débat démocratique. Il y a des choix difficiles à faire. Qu'est-ce qui se passe ? En gros, nous avons un déficit qui est, pour l'année dernière, supérieur à 6% du PIB, du poids de notre économie. Il faut absolument qu'on le réduise cette année. Le Premier ministre a annoncé qu'il irait vers 5%, à 5,4%. C'est juste pour vous ? Je vais le dire très simple. Je crois qu'il faut... C'est bien de l'avoir dit. Je crois que maintenant, il faut le faire. Le problème qu'on a eu les 2 dernières années, je le souligne, c'est que par rapport à ce qui avait été dit, on n'a pas réalisé nos engagements. Et du coup, nous, Français, notre pays a perdu de la crédibilité par rapport à nos partenaires européens ou par rapport à ceux qui nous prêtent. Mais si je devais dire les choses très simplement, la France est un peu dans la situation d'une famille qui vit au-dessus de ses moyens. Et donc, elle doit s'endetter toujours plus. Et on est aujourd'hui dans une situation où il faut renverser cette tendance. Et quand une famille vit au-dessus de ses moyens, vous savez, les remèdes sont assez simples. Il faut diminuer ses dépenses, puis il faut essayer d'un peu augmenter ses revenus. Mais je crois qu'il faut d'abord essayer de freiner nos dépenses. Et que c'est le premier objectif, plus que les recettes.
Oui, parce que derrière ça se joue un enjeu de solidarité quand même. Qu'est-ce qui se passe avec la dette? On le souligne peut-être pas assez souvent. Mais nous transférons la facture de nos dépenses d'aujourd'hui aux générations de demain. Et pour autant... je reste une minute là-dessus parce que je crois que c'est un débat au fond de solidarité. Si nous utilisions des déficits pour financer des dépenses qui sont favorables aux générations de demain, l'éducation, le changement climatique, là je crois que ça aurait plus de sens. Mais quand c'est pour financer nos dépenses d'aujourd'hui, notre confort d'aujourd'hui, y compris le déficit des retraites, voilà, c'est juste de payer les retraités, mais ça ne profite pas aux générations futures. Là, nous manquons à la solidarité. Or, moi, je crois beaucoup au modèle social européen. Quand je regarde nos voisins, nous partageons un modèle avec beaucoup de services publics, de la protection sociale, moins d'inégalités, on y reviendra peut-être. Quand je regarde nos voisins européens, il y a quand même une différence qui est frappante, c'est qu'ils ont à peu près les mêmes résultats que nous, mais ça leur coûte nettement moins cher. Donc nous avons une vraie marge pour mieux maîtriser nos dépenses, pour les rendre plus efficaces. Et pour autant, quand vous regardez la politique cette semaine, retraite, jour de carence, poste dans l'éducation nationale, le Premier ministre François Bayrou a remis sur la table cette semaine de nombreuses poches d'économies qui avaient été identifiées. Nos politiques sont-ils aujourd'hui capables de faire des économies ? Alors, la Banque de France est indépendante. Donc, elle n'a pas à faire de commentaires politiques et j'en ferai pas ce matin. Je relève juste au passage que nos politiques, ils sont comme nous tous. Ils ont leurs limites, mais ils reflètent souvent nos contradictions à nous. C'est-à-dire que nous, Français, collectivement, nous sommes assez attachés à pas mal de dépenses publiques, mais nous n'aimons pas payer l'impôt qui, normalement, les finance. La différence entre les deux, ça s'appelle les déficits et la dette. Je crois qu'il est important, je l'ai dit, je le redis ce matin, de tenir un certain nombre d'économies. Et heureusement, il en reste. Mais si on veut arriver à faire ces économies, il faut un effort juste et partagé. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand on regarde le total de nos dépenses publiques, il y a l'État, et on se concentre beaucoup sur l'État, mais l'État, c'est un gros tiers seulement des dépenses publiques, c'est 36%. Mais il y a aussi toutes les dépenses sociales, dont les retraites, la santé, etc. Et puis, il y a les collectivités locales. Et la somme des dépenses sociales et des dépenses locales, ça fait presque les 2/3, 64%. Et au passage, ça fait l'essentiel de l'augmentation des dernières années. Donc, les élus locaux, vraiment, sont très engagés. Je salue. Les dépenses sociales, évidemment, sont très utiles. Mais là, il y a aussi une marge pour accroître notre efficacité. Juste une question, François Villeroy-de-Galhau, sur les rapports entre votre institution, la Banque de France, et le ministère des Finances et la Banque européenne. Comment se prennent les décisions et se prennent-elles à 3, ces décisions? Alors, elles se prennent à 2, si vous me permettez, Louis Dauphren. C'est ça, l'indépendance. C'est toutes les décisions que nous prenons en matière de ce qu'on appelle la politique monétaire. Pour le dire plus simplement, la fixation des taux d'intérêt et puis les conditions de financement de l'économie. Ça, c'est la Banque centrale européenne et la Banque de France, ensemble. Le ministre n'a pas à intervenir, aucune autorité politique n'a à intervenir. Et je participe tous les mois, sous la présidence de Christine Lagarde, à ce qu'on appelle le Conseil des gouverneurs de la BCE à Francfort. Nous formons ensemble, BCE, Banque de France, ce qu'on appelle un eurosystème. Et je crois que c'est très bien parce que du coup, l'euro, il est présent sur le terrain dans les 20 pays de la zone euro. La Banque de France, elle est même présente dans chaque territoire, chaque département en France. Moi, je tiens beaucoup à cette proximité. L'euro, c'est pas quelque chose d'abstrait qui est uniquement à Francfort en anglais. C'est vraiment ancré au service de nos concitoyens. C'est aussi à Bar-le-Duc, votre région. Alors oui, moi je suis, merci de le rappeler, je suis lorrain, fier de l'être, et j'ai été à Bar-le-Duc il y a 2 ans, mais je vais dans l'ensemble des territoires. J'ai pour objectif, Louis Dauphren, je le dis parce que c'est une grande force de la Banque de France, d'aller voir l'ensemble de nos succursales dans l'ensemble des territoires, et à chaque fois je rencontre non seulement les équipes de la Banque de France, mais des chefs d'entreprise, aussi souvent des travailleurs sociaux, parce que la Banque de France est engagée contre le surendettement, et donc nos missions sociales, nous y tenons beaucoup. Et justement, le surendettement, parlons-en, il progresse de façon très importante en France. Il a bondi de près de 11% l'an dernier par rapport à 2023. Comment l'expliquez-vous ? Alors,
attention au titre peut-être un peu médiatique, si vous me permettez, sur il a bondi. Près de 11%, c'est quand même beaucoup. Il a augmenté, mais il avait beaucoup baissé avant. Donc je vais situer ça en perspective longue. Nous avons reçu l'an dernier 135 000 dossiers. Ça veut dire que les hommes et les femmes de la Banque de France, ils ont aidé 135 000 familles à sortir du surendettement. Et nous sommes extrêmement fiers de cette mission. Nous nous sommes mobilisés l'année dernière pour faire face à cette augmentation. Quand on regarde dans la longue durée, le point haut du surendettement en France, ça a été il y a 10 ans. Il y en a moins aujourd'hui qu'il y a 10 ans ? En 2014, il y en a beaucoup moins, puisqu'on est à 42% de moins. Comment ça s'explique ? Alors ça s'explique, et puis on parlera de la remontée récente, mais ça s'explique parce qu'il y a eu un certain nombre de progrès. Je crois qu'il faut aussi savoir dire en France, dans ces moments de grand doute, ce que nous savons réussir. La loi contre le surendettement, la loi Nayert, elle a un peu plus de 30 ans, elle était tout à fait pionnière en Europe, et elle a été renforcée depuis, ce qui explique la baisse par des lois Lagarde, quand Christine Lagarde était ministre des Finances, et des lois Hamon. Et du nom de Benoît Hamon, quand il était un des ministres de Bercy. Alors pourquoi est-ce que ça a remonté récemment ? Et nous sommes très attentifs. D'abord, il y avait eu un creux après le Covid, donc il y a peut-être un phénomène de rattrapage. Et puis, il faut bien dire que la vague d'inflation dont on parlait tout à l'heure, elle a touché un peu plus durement un certain nombre de nos concitoyens qui ont eu du mal à boucler leur fin de mois. Heureusement, cette vague d'inflation, nous sommes en train d'en sortir. Et donc, on va voir ce qui se passe au nombre de dossiers de surendettement. Mais je voulais dire que là, nous sommes vraiment extrêmement actifs en la matière. Et puis, nous essayons d'avoir un volet préventif, Pierre-Luc Dubois, c'est ce qu'on appelle l'éducation financière et budgétaire pour aider aussi les familles à gérer leur budget. Nous travaillons beaucoup dans la matière avec les travailleurs sociaux. Il y a un sujet de formation, il y a un sujet de permettre aux personnes de comprendre comment boucler un budget, comment le gérer. Oui. Alors, il peut y avoir malheureusement des vraies difficultés financières, mais il y a aussi un sujet de formation. Nous travaillons énormément avec les jeunes et le ministère de l'Éducation nationale. Il y a plus de la moitié aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, des collégiens de 4e qui passent quelques heures avec des hommes et des femmes de la Banque de France pour recevoir ce qu'on appelle le passeport EducFi, dans notre jargon, EducFi comme éducation financière. On apprend à remplir une feuille d'impôt. Alors, ils n'apprennent pas forcément à remplir une feuille d'impôt, mais ils apprennent un certain nombre de choses sur l'argent. Vous savez, l'argent, ça ne doit pas être un objectif dans nos vies. Ça, je crois que nous en sommes convaincus ici. Mais l'argent, c'est un moyen qu'il faut savoir maîtriser. Nous avons aussi une action vis-à-vis du grand public sur éviter les arnaques, qui est un vrai sujet, y compris un sujet qui peut toucher un certain nombre de seniors. On sait cette arnaque qui a consisté à percevoir de l'argent se faisant passer pour Brad Pitt. Je sais pas si vous avez fait la vu une ça. de l'actualité récemment. Et donc, François Villard-Gallo, juste sur l'inflation, encore une précision, parce que tous les postes d'inflation, tous les postes ne sont pas concernés de la même manière. L'alimentation, semble-t-il, devrait prendre 8% cette année quand même. Je ne sais pas si vous... J'ai vu un chiffre de cet ordre, mais j'avoue que je n'ai pas vu le chiffre. Quand on regarde les derniers chiffres d'inflation, l'inflation en France, à fin décembre, était à 1,3%. Et là-dedans, l'alimentation est entre 0 et 1%. Très bien. Ça a beaucoup augmenté dans le passé. Et donc, ça devrait se passer. L'énergie, le logement restent quand même à des niveaux élevés. Aujourd'hui, c'est les produits de première nécessité, ce qui fait la vie quotidienne aujourd'hui, reste cher en France. Et ça crée une fracture aussi entre ceux qui peuvent se permettre tout simplement ces produits, ces biens, ces services, et ceux qui ont de plus en plus de mal à pouvoir les honorer. Alors, faut un tout petit peu préciser ce qui s'est passé. Quand la Russie envahit l'Ukraine, c'est un choc sur les biens de première nécessité. Souvenez-vous, l'énergie et le pétrole, puis l'alimentation. Cette vague-là, elle est derrière nous. Aujourd'hui, les prix de l'énergie, alors ça peut varier sur les marchés mondiaux, et les prix de l'alimentation sont à peu près stabilisés. C'est plutôt les prix des services, c'est un effet indirect, qui continue à augmenter un peu plus, un peu moins de 3% en France. Mais heureusement, entre-temps, parce que quelquefois on dit, est-ce qu'on peut ramener les prix au niveau où ils étaient avant l'invasion de l'Ukraine ? Non, parce que entre-temps, les revenus, les retraites, les salaires, les prestations sociales ont augmenté aussi, heureusement. Donc un grand retour arrière, ça serait très négatif sur la croissance économique. Et ça serait très négatif sur les revenus. 2025 est une année jubilaire dans l'Église catholique. À cette occasion, dans son Angélus du 1er janvier dernier, le pape François a demandé à annuler les dettes des pays les plus pauvres. Je le cite, « Aucune personne, aucune famille, aucun peuple ne doit être
accablés de dettes, a dit François. Faudra-t-il un jour annuler la dette de la France ? Alors, je ne crois pas, parce que... Et d'ailleurs, si on devait annuler la dette de la France, on ne prêterait plus à la France à l'avenir. Donc ça, c'est une situation très défavorable. Par contre, avancer sur l'annulation de la dette d'un certain nombre de pays très pauvres dans des pays africains, oui. Ça a eu lieu il y a une vingtaine d'années, mais malheureusement, il faudrait le refaire aujourd'hui. Puisque vous parlez de cette année jubilaire, je crois que le pape invite à être pèlerin d'espérance. Mais l'espérance, ça peut se dire aussi dans un sens laïque et civil. Vous avez des motifs d'espérance ? Je crois en tout cas qu'on vit dans un monde très incertain, où il y a beaucoup d'inquiétudes, et on peut le comprendre. C'est vrai avec notre instabilité politique nationale, mais c'est vrai aussi quand on regarde l'Europe, la guerre en Ukraine, ou quand on regarde le monde, la nouvelle administration américaine. Mais dans cette inquiétude ou incertitude, je crois qu'il y a une possibilité, un devoir d'espérance. Vous savez, il y a une phrase que j'aime bien de Georges Bernanos, qui est un grand écrivain français et chrétien, qui dit « L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques ». Je trouve que c'est une belle phrase programme pour 2025. Et puis, regardons notre pays. Nous avons beaucoup de doutes sur nous-mêmes, mais nous avons aussi des forces. Il y a des forces de l'économie française. Nous avons été ce peuple incroyable qui a su rebâtir Notre-Dame. Je peux vous dire, je rencontre beaucoup de mes collègues européens et internationaux. Ils sont émerveillés que la France ait retrouvé pour un temps l'esprit des bâtisseurs de cathédrales. Et puis si je regarde notre économie, il n'y a jamais eu autant de Français au travail qu'aujourd'hui. Plus de 30 millions de Français, je vous surprends peut-être. La France a créé plus de 2 millions d'emplois en net depuis 10 ans. Elle a plus de 4 millions d'entreprises. Il y a beaucoup plus de création d'entreprises qu'avant par les jeunes. Ça, c'est quelque chose qui a changé positivement. Et nous avons beaucoup plus de grandes entreprises que l'Italie. Donc, nous avons des forces économiques, même quand on regarde le pouvoir d'achat, quitte à vous surprendre, la France s'est nettement mieux défendue que ses voisins européens. Il y a donc des motifs d'espérance. Il y a des motifs d'espérance, mais dès lors que nous agissons ensemble, dans la solidarité, et qu'on ne se renvoie pas le ballon ou les responsabilités les uns vers les autres, parce que là, on n'avance pas. Merci beaucoup. François Villeroy de Galhau.